aux Galeries Lafayette et ma femme s'était écartée pour prendre un appel. Rien d'inhabituel jusqu'à cet instant précis. Je l'ai suivi, le cœur soudainement lourd sans raison apparente. Nous avons tourné au coin des cabines d'essayage et il a pointé du doigt un écran de surveillance dans l'arrière-boutique. C'est là que je l'ai vu. Julie, la femme avec qui je partageais ma vie depuis 17 ans et avec qui j'avais eu 2 enfants, était plaquée contre le mur en train de rire au téléphone et de draguer quelqu'un d'autre. Sa voix passait à travers la cloison fine. Je lui ai dit que j'étais au téléphone avec le collège pour les enfants, il est tellement naïf. Je n'ai pas dit un mot. Bonjour, je m'appelle Nicolas Morel et je pensais autrefois que la loyauté signifiait ne jamais fouiller dans l'ombre et que la confiance était synonyme de paix. Mais en restant là à la regarder entortiller ses cheveux tout en murmurant encore une nuit et je lui dirai tout, j'ai réalisé que je vivais dans une maison bâtie sur mes propres angles morts. Le vigile m'a regardé comme s'il avait déjà vu cette scène 1000 fois. Je me suis dit que vous aimeriez savoir, m'a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Mes mains ne tremblaient pas. Je suis ressorti calmement, j'ai placé les sacs de course dans le coffre de notre Peugeot et quand elle est revenue en souriant comme si de rien n'était, je l'ai embrassée sur le front parce qu'elle n'avait aucune idée que j'avais déjà lancé le compte à rebours. Elle s'est glissée sur le siège passager rayonnante de ses propres mensonges. Désolée, a-t-elle dit avec désinvolture, c'était pour des trucs à l'école. J'ai souri en répondant pas de problème, tout va bien. Elle a hoché la tête, s'est penchée pour m'embrasser la joue et pas une once de culpabilité ne transparaissait dans sa voix. Mais en moi quelque chose avait basculé. Je n'ai pas explosé, je ne l'ai pas pressé de questions, j'ai observé. Cette nuit-là je suis resté allongé à côté d'elle dans le lit, les yeux grands ouverts, à mémoriser le rythme de sa respiration et la façon dont elle serrait son téléphone sous l'oreiller comme s'il avait besoin de protection. J'avais des questions par milliers mais j'avais aussi de la discipline et c'est ce qui rend un homme dangereux. Rebonjour, c'est Nicolas Morel. J'ai passé 7 ans comme analyste à la DGSE avant de devenir directeur de projet dans le BTP. On apprend à voir des choses que la plupart des gens ignorent comme les incohérences, les silences et les tics comportementaux. Soudain ma femme en était remplie. Le nouveau sac de sport qu'elle ne déballait jamais, les mystérieuses soirées de bénévolat, le parfum qui ne correspondait pas à ses habitudes et l'écran de son téléphone désormais verrouillé alors qu'il restait toujours ouvert auparavant. Je n'ai rien dit. À la place j'ai reconstruit quelque chose en silence. Un journal de bord. J'ai suivi chaque sortie, chaque excuse, chaque changement de ton. Puis j'ai demandé un service à un vieil ami consultant en cybersécurité que j'avais aidé lors d'une bataille pour la garde de ses enfants. En 2 jours j'avais accès à chaque message supprimé et à chaque note vocale stockée sur le cloud. La voix que j'ai entendue n'était pas seulement la sienne, c'était la sienne à lui. Le fichier suivant était une photo redatée seulement 12 minutes après que j'ai payé nos courses ce jour-là. Elle était dans le magasin mais elle n'était pas seule. La photo m'a glacé le sang. Ce n'était pas l'angle ni même ce qu'il faisait mais juste ce mince espace entre eux et sa main à lui effleurant à peine la sienne près du couloir des cabines. C'était son visage à elle. Détendu et illuminé. Ce subtil demi-sourire qu'elle me réservait avant que nous ayons des enfants, avant les factures et avant que la vie ne se durcisse autour de nous comme du béton. Désormais ce sourire appartenait à un autre. J'ai fixé la photo plus longtemps que je n'aurais dû. C'est encore moi, Nicolas Morel, un homme apprenant en temps réel ce que l'on ressent vraiment lors d'une trahison. Ce n'est pas comme dans les films. Pas d'explosion ni de cri, juste cette nausée froide et silencieuse qui prend naissance derrière les côtes et ne vous quitte plus. Je ne l'ai pas affronté, j'ai amélioré mon plan. D'abord j'ai engagé une avocate spécialisée en droit de la famille, discrète, efficace et formée aux enquêtes prélitigieuses. Nous avons ouvert un dossier et établi une chronologie. Ensuite j'ai rencontré notre conseiller financier et posé une question simple: si un bien matrimonial est déplacé en secret, à quel moment peut-on le tracer? Sa réponse a été claire: tout dépend de l'intelligence qu'elle croit avoir. Il s'est avéré qu'elle n'était pas si maligne. Elle détournait de petites sommes de notre compte joint pour les transférer sur une carte de débit privée au nom d'une société écran dont les initiales correspondaient à celles de son amant. Je n'ai pas bronché. J'ai signé les documents, gelé les comptes joints et transféré l'acte de propriété de la maison légalement protégée par une clause que nous avions signée des années plus tôt quand mon père s'était porté caution pour le prêt. Elle ne pouvait ni la vendre ni l'utiliser comme levier. Elle ne le savait pas encore mais j'avais déjà supprimé le filet de sécurité qu'elle pensait avoir volé. Dans 3 jours elle se rendrait à la réunion qui allait tout changer car je les avais invités tous les deux. J'avais réservé une salle de conférence calme dans un espace de coworking du centre-ville. Un endroit propre, professionnel et oubliable avec 2 chaises face à la mienne, un bloc-notes et une enveloppe.
Elle pensait que nous rencontrions un investisseur potentiel pour mon entreprise et lui pensait venir discuter de plans d'expansion. Aucun des deux ne savait que le rendez-vous était avec moi. Ils sont arrivés ensemble sans se tenir la main mais assez proches pour que le mensonge ne soit plus prudent. Il portait un blazer et elle portait le parfum que je lui avais offert pour notre anniversaire l'année dernière. Je me suis levé quand ils sont entrés. Son visage s'est vidé de tout son sang instantanément. Lui s'est figé comme un chevreuil devant des phares de voiture. « Asseyez-vous » ai-je dit. Ils l'ont fait. C'est encore moi Nicolas Morel. Et non, je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas jeté l'enveloppe à travers la table comme dans un drame judiciaire. Je l'ai fait glisser vers eux. À l'intérieur se trouvaient les relevés bancaires, les journaux de messages, les photos, l'enregistrement de la société avec ses initiales et l'empreinte numérique de chaque transfert. Elle n'a pas ouvert l'enveloppe. Je peux expliquer, a-t-elle murmuré. Je ne suis pas là pour une explication, j'ai répondu, je suis là pour terminer l'histoire que vous avez commencée dans mon dos. Il s'est penché en avant essayant de paraître calme en disant que je n'avais pas le droit de leur tendre une embuscade. J'ai ri pas fort, juste une fois. Vous avez tendu une embuscade à un mariage, je ne fais que rendre l'appareil légalement. Puis je me suis levé. J'ai déjà demandé le divorce. La maison est bloquée. Le compte bancaire fait l'objet d'une enquête pour fraude. Et vous ai-je dit en le regardant, vous devriez probablement appeler un avocat avant que le fisc ne le fasse. Elle tremblait maintenant non pas de peur mais parce qu'elle réalisait enfin que je ne bluffais pas. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que quelqu'un d'autre observait ce jeu en silence et venait de réserver un vol. Cette personne, c'était ma sœur Claire. Avocate spécialisée dans les divorces, mère célibataire et sans aucune tolérance pour la trahison, surtout quand elle me concernait. Elle avait pris son billet à la minute où je lui avais envoyé les fichiers. Pas de questions ni de leçons, juste un message: ne la laisse pas manipuler le récit, je serai là jeudi. Et elle était là. C'est encore Nicolas Morel regardant mon monde brûler lentement et apprenant à rester debout dans la fumée sans ciller. Au moment où Claire est arrivée, la première vague avait déjà frappé. Ma femme a essayé de reprendre le contrôle en envoyant des messages à nos amis communs leur racontant une histoire vague de distance émotionnelle et d'incompréhension. Pas d'infidélité ni de fraude, juste du malheur. Mais j'avais déjà envoyé la vérité avant elle. Des faits, des documents, des preuves. Un ami m'a appelé pour dire: Nicolas, si c'est vrai, elle vient de pulvériser sa propre vie. Je n'ai pas répondu, je n'en avais pas besoin. Claire et moi avons rencontré mon avocat le vendredi matin. Elle a apporté de nouveaux documents qui ont accéléré le processus avec des ordonnances d'urgence, des clauses de protection des actifs et des arrangements pour la garde des enfants prévus au cas où elle essaierait de les impliquer. Puis elle m'a regardé à travers la table et m'a demandé si je faisais ça pour la vengeance ou pour la paix. Ça m'a frappé. Il ne s'agissait pas seulement de les piéger mais de devenir quelqu'un d'autre de l'autre côté de tout ça. J'ai répondu: la paix. Elle a hoché la tête en disant: alors finissons en proprement. Ce soir-là, ma femme s'est présentée à la maison, celle à laquelle elle n'avait plus accès, et a trouvé les serrures changées, le code de sécurité réinitialisé et une lettre formelle scotchée sur la porte. Elle est restée sur le perron pendant 10 minutes sans frapper, pleurant simplement dans ses mains, mais les caméras ont tout filmé et ces images compteraient plus qu'elle ne l'imaginait, car le lundi matin son employeur les recevrait. Son employeur était un groupe de santé privé et leur clause d'éthique était limpide. Tout employé impliqué dans une faute financière, une violation de la confiance des patients ou une atteinte à la réputation pouvait faire l'objet d'une enquête et d'une suspension. Elle n'avait pas seulement trompé son mari, elle avait utilisé la carte de voyage de l'entreprise pour payer 2 de leurs week-ends réservés sous le couvert d'une conférence de formation qui n'avait jamais existé. Et j'avais les reçus. C'est encore moi Nicolas Morel. Et si vous vous demandez s'il s'agissait de vengeance, c'est que vous n'avez pas été attentif. C'était une question de responsabilité, rien de plus, rien de moins. Lorsqu'elle a été convoquée par les ressources humaines, elle a essayé de manipuler les faits en disant que je me vengeais et que c'était un drame matrimonial qui débordait sur sa vie professionnelle. Mais la politique de l'entreprise ne se soucie pas des sentiments, elle se soucie des preuves. Elle a été mise à pied immédiatement en attendant les résultats de l'enquête. Son message vocal pour moi ce soir-là durait 6 minutes. Ça a commencé par des reproches puis des supplications suivies d'un silence et enfin de la rage. Tu n'as pas le droit de me détruire juste parce que tu es blessé, a-t-elle crié. Je n'ai pas répondu. J'étais assis avec mes enfants en train de regarder un film, chose que nous n'avions pas faite depuis des mois sans que son humeur ne vienne tout gâcher. Il riait et mangeait du popcorn dans une ambiance calme et stable et c'est là que j'ai su que c'était cette vie-là que je protégerais et non celle que j'avais perdue. Le lendemain, j'ai rencontré mon avocat et Claire une dernière fois. Tout était en marche, la division des biens, la garde, les pétitions et les ordonnances de protection.
Mais Claire a sorti un dernier dossier et l'a fait glisser sur la table en demandant si j'étais prêt à voir ce que lui cachait. J'ai cligné des yeux pensant que nous avions déjà tout. Elle a secoué la tête en disant pas ça. Ce que j'ai vu dans ces pages a tout changé. Car il s'est avéré qu'il ne m'avait pas seulement trahi moi, il avait trahi la mauvaise famille. Le dossier que Claire m'a donné contenait des archives de 3 départements différents, des bases de données publiques, des dépôts de tribunaux et quelque chose qui m'a glacé le dos. Une ordonnance d'éloignement déposée il y a 4 ans par une autre femme sous son nom de jeune fille contre lui. Le même homme, une ville différente, les mêmes schémas. Elle l'accusait de coercition, de manipulation financière et d'abus émotionnels. L'affaire n'avait jamais fait les gros titres, s'étant réglée à l'amiable et enterrée, mais elle existait. Et Claire l'avait. C'est Nicolas Morel. À ce moment-là, j'ai cessé d'être l'homme qui voulait juste la paix, car désormais ce n'était plus seulement à propos de moi. Cet homme avait des antécédents. J'ai passé un appel au département des ressources humaines de son employeur à lui. Je ne leur ai pas tout dit, juste le lien public et le dossier judiciaire, puis je me suis assis pour regarder le dernier fil se dénouer. Sa suspension est devenue permanente en moins de 48 heures, non seulement pour les fausses accusations mais parce qu'elle avait introduit un prédateur dans un espace protégé. Elle m'a appelé d'un numéro prépayé ce soir-là en me suppliant d'arrêter car j'en avais fait assez. J'ai répondu calmement: non, je n'ai rien fait, j'ai juste arrêté de te couvrir. Puis j'ai raccroché. Le lendemain matin, l'homme a fini par me contacter lui-même. Pas de menace, juste un message suggérant une rencontre. Je l'ai montré à Claire qui m'a dit qu'il essayait de tester ma faiblesse et de ne rien lui donner. Alors je n'ai pas répondu. À la place, j'ai appelé un de mes anciens clients qui travaillait dans la sécurité privée et l'atténuation des risques. Il me devait une faveur. En quelques heures, l'homme qui pensait simplement sortir avec une femme mariée a reçu une plainte légale et une mise en demeure liée à un enchevêtrement financier et à sa conduite passée. Son silence après cela a été plus éloquent que n'importe quelle excuse. Mais il restait un dernier moment car ma femme venait de demander à me voir en personne. Elle est arrivée 10 minutes en avance, sans maquillage, sans bague, la même femme que j'avais épousée 17 ans plus tôt mais dépouillée du masque qu'elle portait depuis 2 ans. Nous nous sommes assis face à face dans le même café où nous avions autrefois choisi les prénoms de nos enfants autour d'un café et de tartines. Elle avait l'air épuisée. « Je sais que je ne mérite pas de gentillesse », a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu. « Je ne pensais pas que tu découvrirais », a-t-elle ajouté, pas parce que tu es bête mais parce que tu me faisais trop confiance. J'ai hoché la tête une fois. C'est Nicolas Morel assis face au fantôme de ma femme, réalisant que la vraie trahison n'était pas l'affaire ou les mensonges ou même l'argent mais la facilité avec laquelle elle nous avait mis en jeu pour quelqu'un qui ne prendrait même pas sa défense une fois les choses déballées. Elle a fouillé dans son sac et a fait glisser quelque chose sur la table. Une photo de notre mariage. Tu peux la déchirer ou la brûler, je ne voulais juste plus être la seule à la regarder, a-t-elle dit. J'ai fixé la photo de 2 jeunes gens souriant à l'éternité, ignorant totalement à quel point ce mot est fragile. Puis je l'ai plié et placé dans ma veste. Je ne suis pas là pour te punir, ai-je dit, mais je ne suis pas là non plus pour te sauver. Elle s'est mordu la lèvre et les larmes sont enfin venues. Me pardonneras-tu un jour, a-t-elle demandé. Je me suis levé. Je l'ai déjà fait, c'est comme ça que j'ai réussi à tourner la page. Elle ne m'a pas suivi. Elle est restée assise là à pleurer sur la version de sa vie qu'elle n'avait jamais pensé perdre. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je suis rentré chez moi pour retrouver mes enfants. Un foyer de vérité et non de vengeance, juste de la clarté. Parce que la différence entre une tempête et une remise à zéro réside dans ce que l'on choisit de construire après. Et j'avais déjà commencé. Cette histoire nous rappelle que la loyauté n'est pas une faiblesse mais que la cécité volontaire peut coûter cher. Dans un monde où les apparences sont souvent trompeuses, la capacité à observer et à agir avec méthode est une force nécessaire pour protéger ce qui compte vraiment. La fin d'une relation marquée par la trahison n'est pas seulement une perte mais peut devenir le point de départ d'une reconstruction plus solide basée sur la réalité plutôt que sur des illusions. Il est fascinant de voir comment le passé professionnel d'une personne, ici l'analyse de données et la gestion de projets, peut devenir un outil de survie émotionnelle et légale. Le personnage de Nicolas n'agit pas par impulsion mais avec la précision d'un stratège, ce qui souligne l'importance de garder la tête froide face au chaos. Que pensez-vous de sa méthode pour gérer la situation et avez-vous déjà eu un pressentiment qui vous a sauvé d'un mensonge ?